Très bien, merci. Je vais mettre le chronomètre parce que j'ai l'habitude d'être long. Du coup, je vais essayer de m'auto-réguler. Très bien, donc je vais vous parler donc de NINSAR, qui est les nouveaux itinéraires pour l'agroécologie, donc utilisant donc des robots collaboratifs. Tout d'abord, quelques mots pour présenter NINSAR. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un projet avec 2,16 millions d'aides financières, 10 partenaires, 17 équipes. La question que l'on se pose, c'est comment les robots peuvent aider à définir de nouveaux itinéraires agroécologiques performants. Alors, la notion de performance, on verra qu'on y travaille et pas uniquement que sur la partie effectivement rentabilité. Encore faut-il définir ce que c'est que la rentabilité sociétale en particulier. Ce qui va nous intéresser ici, eh ben, c'est de voir comment on va utiliser une flotte de robots reconfigurables, de robots élémentaires reconfigurables. Merci Xavier d'avoir introduit que les gros robots qu'on voit aujourd'hui ont une masse trop importante et on voudrait bien voir plutôt des petits robots et des robots donc, qui vont pouvoir s'adapter. Dans ce projet, on va s'intéresser à pas mal de thématiques scientifiques, donc en particulier de travailler à la fois roboticiens et agronomes sur les nouveaux itinéraires agroécologiques, travailler sur les réseaux de capteurs, la planification multi-robots, la conception de nouveaux robots, la perception en environnement naturel, la manipulation des objets qui sont déformables et bien sûr mobiles, l'analyse de situation et la décision en temps réel, et enfin la reconfiguration multi-robots et la collaboration entre robots. Pour ça, on a défini durant ce projet, en début de projet, 2 cas d'études. L'association de culture, donc merci encore d'avoir introduit cette partie avant, et donc le pixel farming comme étant les 2 objectifs de notre projet pour montrer effectivement comment la robotique peut amener et qu'est-ce qu'elle peut amener dans ces 2 cas d'usage. Alors, on a donc des défis scientifiques, des défis techniques et des défis donc sociétaux. Défis scientifiques essentiellement sur l'adaptation des comportements robotiques en milieu naturel, sur l'interaction avec la végétation, donc qui est un environnement où il y a beaucoup de déformations, et également la sécurité donc des engins autonomes, des défis techniques sur la perception de l'environnement, la sécurité opérationnelle, le coût et la robustesse, et enfin comment assurer effectivement donc la transition écologique, l'acceptabilité des usages, l'intégration à l'exploitation et la mise en œuvre donc de nouvelles pratiques effectivement. Alors on a structuré notre projet en 7 work packages. Ce projet il est entouré du PEPR, mais pas seulement, il est entouré également du Grand Challenge robotique. Il est entouré également du PR O2R qui s'intéresse essentiellement à la robotique des objets déformables. Et enfin, il a surtout intérêt également, donc il faut que je revienne en arrière, il est aussi impliqué dans le robothérium, donc du T-Rex, qui nous amène en fait tous les équipements, les agroéquipements et les robots que nous avons utilisés effectivement dans ce projet. Alors, ça, c'est l'environnement de SADEA. Je vais le passer parce que vraiment, ça serait trop long de vous le présenter. Mais ce qu'il faut savoir que NINSAR, c'est le parfait exemple qui est complètement immergé dans l'environnement, effectivement, SADEA, avec beaucoup d'implications, effectivement, autour. Les recrutements. Alors, j'ai fait un transparent sur le recrutement pour vous dire qu'on a eu quelques difficultés au niveau des recrutements. On avait 6 doctorants à recruter. Aujourd'hui, on en a recruté effectivement 3, et dont 2 dans quelques jours. Donc on arrivera à 5 sur 6. Au niveau postdoc, c'est une catastrophe. On n'a pas pu recruter aucun postdoc en ce qui concerne le secteur de la robotique, et nous avons dû nous adapter à cette situation afin de trouver des solutions. Et ça, c'est très clair, c'est une difficulté auquel nous avons dû faire face, et nous avons recruté des ingénieurs. Et il y a eu un transfert, en fait, des postdocs vers les ingénieurs de recherche et des postdocs vers de nouvelles thèses. Donc, les principaux résultats. Alors, on a commencé par travailler sur la définition et mise à jour donc, des scénarios agroécologiques. Donc, pour ça, avec une étude sur la relation entre les robots et l'agroécologie et l'acceptation de la technologie robotique par les agriculteurs. Donc, vous verrez, nous avons donc 3 doctorants qui sont recrutés. Vous aurez 3 posters sur lesquels vous pourrez discuter après, effectivement, en interaction. Donc,
Donc, il y a une revue systématique donc, sur 3 types d'opérations, la collecte de données, la gestion des cultures et des sols, navigation et communication, qui sont déclinées par 4 principes donc, agroécologiques, la biodiversité. Si tu peux mettre le micro. Ah, pardon. Désolé, j'ai pas l'habitude. Qui sont déclinés sur la biodiversité, la synergie, le recyclage et la santé des sols. Et pour ça, donc, il y a eu 78 articles effectivement donc, qui ont été reviewés. Et associé à ça, nous avons également donc, une étude technico-commerciale donc, des robots disponibles sur le marché, donc, avec l'étude de 71 robots. Et sur l'ensemble de ces données, donc, vous seront présentées donc, dans le cadre du poster, donc vous pourrez discuter. Il y a également une publication donc, qui a été qui est actuellement donc, soumise par le doctorant donc, qui a été recruté. Nous avons également donc, sur l'acceptation de la technologie robotique par les agriculteurs, donc une étude, une extension de la théorie de l'action raisonnée ici qui a été choisie et adaptée pour étudier l'adoption des technologies robotiques et mettant l'accent sur les facteurs influençant donc l'acceptation donc des innovations donc numériques. Il y a eu 149 observations qui ont été donc, faites dans cette étude et vous pourrez discuter donc, durant donc, la session du poster donc, avec le doctorant donc, qui s'est donc, focalisé sur cette étude. Alors, nos 2 scénarios. Le premier scénario, c'est l'association de culture. L'automatisation, donc on va, dans ce cas-là, directement utiliser les techniques qu'on a sur étagère et voir comment ces techniques de robotique sur étagère peuvent s'appliquer dans le cadre de l'association de culture. Donc, on adapte nos outils et nos plateformes. On fait l'exploitation donc de robots légers, donc qui sont déjà donc disponibles actuellement donc en exploitation sur le site de Montaudre à Ligneré. Le deuxième scénario, donc, c'est le pixel farming. C'est le traitement de plantes donc, de manière donc, ici individuelle, le développement de nouveaux outils et le recyclage donc, de la tâche de robotique, la reconfiguration effectivement et la reconception de la tâche donc, agricole. Donc pour ça, donc, on a mené toute l'étape effectivement depuis la préparation des sols jusqu'à la semence, le désherbage, sauf la récolte. Donc, dès la première année, nous avons directement mis en œuvre donc, ce premier scénario. Vous verrez donc, juste après. Et sur le scénario 2, donc, on l'a défini l'année dernière et on est en train de finaliser sa conception et on prévoit effectivement donc, la préparation donc, des terrains pour faire du pixel farming. Alors, donc, vous voyez ici directement donc, des résultats pratiques qui ont été faits donc, avec des robots pour les différentes tâches, que ce soit le vibroculteur, le rouleau, le semoir ou la bineuse, comme vous pouvez le voir. Donc ça a été fait donc, l'année dernière. Et sur cet ensemble de cultures, donc, qui ont été faites donc, à la fois au printemps donc, et à l'automne. On a quelques images ici sur l'association de culture, ici de blé de printemps et de févéole de printemps, entre effectivement la partie d'ensemencement que vous voyez en haut à droite, ensuite le grossissement donc, de la plante, et en fait, et enfin donc, sa finalité avec différentes dates durant la saison. Vous avez ici le désherbage, comme vous pouvez le voir, sans désherber sur la partie gauche, désherber au milieu, et puis avant et après, donc pour le travail ici donc du sol. Donc on voit effectivement, quand on regarde ça, et je peux vous dire qu'on a regardé effectivement les termes de performance associés donc, à ces différentes opérations. On est dans des temps, si on regarde uniquement que le temps, hein, d'accord, relativement compatible avec ce qui se passe aujourd'hui en culture traditionnelle. Donc, à partir de ça, donc on a travaillé sur les indicateurs, puisqu'il nous faut effectivement des indicateurs et donc des métriques. Pour ça, on les a classifiés en 4 catégories. La première donc, concerne ici donc, la performance technique, comme vous pouvez voir, donc la précision, la vitesse de travail, la disponibilité. J'arrive plus à lire ici. Le rendement de chantier, la précision de suivi de trajectoire en conditions donc optimales, la quantité de données nécessaires, le temps réalisé donc, et le temps de mise en œuvre. La deuxième partie concerne effectivement la performance énergétique, donc la consommation d'énergie, l'efficience d'utilisation de cette énergie.
La troisième catégorie concerne ici les performances donc expérimentales, le changement climatique, l'utilisation de ressources minérales et fossiles, et enfin donc les performances agronomiques sur le rendement. Donc en fait, on s'aperçoit que souvent la seule que les gens regardent, c'est le rendement qui est en bas et pas du tout le reste. Notre approche, nous, est une approche complète. En tout cas, on essaie de faire le plus complète possible. La compaction du sol, bien évidemment, la gestion des maladies. Et je pense qu'il faudrait mettre également savoir si nous avons, effectivement, il en reste que 5. Si le potentiel de sol reste effectivement équivalent ou s'il est en train de se détériorer. Je pense que ça serait quand même une bonne métrique donc, à inclure. Donc, sur l'ensemble de ces métriques, il y a des comparaisons des consommations d'énergie et émissions GES entre le tracteur thermique et le robot électrique donc, qui ont été conduites. Et à partir de là, on voit effectivement, on commence à avoir des premiers résultats qui montrent que en utilisant pour certaines opérations, on est bénéficiaire, pour d'autres opérations, ça reste encore à démontrer et à consolider. Donc ça, ce sont les premiers résultats. Nous avons dans l'acquisition de données pour la décision et la planification donc, de trajectoire, on a commencé le démarrage des travaux l'année dernière. On utilise des drones donc, pour faire effectivement des acquisitions donc, à partir de capteurs et de capteurs connectés donc, qui sont donc, sur le sol. Une méthode, on a développé aussi une méthode pour optimiser le travail des robots prenant en compte le temps et la consommation de ressources. Donc, actuellement, c'est le deuxième thésard donc, qui travaille sur cette thématique. Il a été recruté donc, à l'automne dernier. Et donc un système d'information pour le suivi des robots et les données collectées. Donc un certain nombre de personnes donc, ont été effectivement recrutées dans cette action. Sur la conception de robots élémentaires, donc on a beaucoup travaillé dans le cadre de T-Rex. T-Rex qui permet d'avoir et d'obtenir tout le matériel. Donc définition des cahiers des charges, suivi des appels d'offres, réception des tests fonctionnels, et puis rendu fonctionnel effectivement tout l'ensemble des robots avec l'environnement de programmation. Donc j'accélère un peu. Donc sur la conception de robots élémentaires, c'est une action donc, qui est complètement en cours pour pouvoir adapter complètement les robots aux différentes tâches que l'on veut leur confier et en particulier pour qu'ils puissent collaborer, faire des tâches donc dites collaboratives. Donc c'est en cours. Sur la partie perception, la perception c'est quand même assez difficile de travailler en environnement naturel, je pense que vous le savez tous, mais en ce qui concerne, par exemple, typiquement, si vous travaillez sur une culture qui est déjà guidée par le fait de semer avec du GPS au démarrage, on simplifie la tâche, c'est ce que vous avez vu dans la culture, l'association de culture, mais lorsqu'il s'agit d'aller vers le scénario 2, on n'est plus du tout dans cette vision-là. On est dans un contexte de perception où là, il faudra avoir une perception individualisée. Et là, pour le coup, les hypothèses sont beaucoup plus fortes à prendre en compte et on aura une réelle difficulté effectivement donc associer ça. Le doctorant a été juste donc recruté à l'automne dernier. Il présentera donc un poster que vous pourrez le voir un petit peu plus tard. On a un certain nombre d'outils qui ont été effectivement développés durant ces 2 premières années, et en particulier donc sur de la partie segmentation et également donc un environnement de développement pour faire de la cartographie 3D. C'est toujours sur cette perception augmentée. Il y a des travaux donc, qui ont été faits chez différents partenaires pour commencer à travailler sur l'analyse de situation. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que signifie l'analyse de situation en environnement effectivement agricole. Il s'agit ici de savoir, donc, en particulier pour le use case 2, le scénario 2, c'est comment on va adapter les comportements du robot en fonction de ce que l'on perçoit et de ce que l'on puisse se passer. Et là, il y a un challenge qui est assez conséquent. Donc, sur la commande des robots élémentaires, donc tous les robots aujourd'hui sont opérationnels, à l'exception effectivement de 3, mais ça ne saurait tarder. Sur la commande des robots élémentaires, ce que l'on a fait, c'est que l'on a récupéré effectivement
tous les algorithmes qui sont chez les partenaires de manière à les mettre dans une forge et pouvoir les utiliser effectivement sur toutes les plateformes expérimentales donc, qui sont mises en place à Montoldre. Il y a également des outils de génération de modèles et de mondes virtuels de manière à pouvoir faire des environnements de tests par simulation, donc qui sont aujourd'hui disponibles et développés donc, au sein de l'INRAE. Concernant la coordination et la reconfiguration de flottes de robots, on a commencé à travailler sur des flottes de robots hétérogènes et voir comment effectivement on peut développer des lois de commande, en particulier basées sur des techniques de consensus, et également donc, de planifier les mouvements et le contrôle coopératif basé sur la vue, en déportant simplement la perception sur un drone qui peut avoir donner une vue aérienne et en fait complémenter la perception d'un robot dans le cas où on n'a plus de perception de type GPS. Et enfin, sur la partie organisation effectivement des cultures, la partie expérimentale, eh bien, on a, comme vous pouvez le voir ici, un certain nombre de parcelles donc, sur lesquelles nous avons, l'équipe donc, de Montoldre plante sur chaque parcelle donc, de l'orge pois, du blé flévéole, sorgho soja, et donc ceci répété donc 2 fois par an de manière à pouvoir avoir une quantité d'informations donc associée suffisamment importante. Voilà, et là ce sont les robots donc, qui ont été utilisés pour les expérimentations. Et c'est tout. Merci beaucoup Philippe. Alors, gardez bien vos questions en tête pour tout à l'heure, pour Philippe, pour le projet NINSAR, pour la séance de questions qui aura lieu plus tard. Et donc maintenant, c'est Florence Gondré de l'INRAE qui va nous parler du projet Wait4, de nouveaux outils et algorithmes au service de la mesure du bien-être des animaux face au changement climatique. Merci. Oui, ça marche. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui passe la diapo. Donc, quelques mots d'introduction pour rappeler le contexte de Wait4. Donc, c'est un projet en fait qui place le bien-être animal au cœur de la durabilité des systèmes agroalimentaires, et avec la conviction que la transition agroécologique va avoir un impact positif sur ce bien-être, lié notamment à plus d'autonomie, plus de liberté d'expression des comportements pour les animaux. Mais que cette même transition agroécologique peut aussi avoir des impacts négatifs, puisque c'est des systèmes globalement moins contrôlés, et donc en tout cas plus soumis à des aléas. Et ces aléas sont majorés sous l'effet du changement climatique, et je vais vous illustrer quelques éléments sur ce sujet. Alors, l'objectif de Wait4, c'était d'identifier et d'analyser en temps réel, et le mot important c'est temps réel, des indicateurs du bien-être animal dans différents environnements, et de définir ensuite des signaux précoces de détérioration ou d'amélioration du bien-être animal en réponse à des changements de pratiques de type agroécologique, et puis face à des événements qui sont représentatifs du changement climatique. Le bien-être animal, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'association de 3 composantes, la physiologie, les comportements et l'état mental des animaux, en fait, l'expression de leurs émotions. Aujourd'hui, il existe certains outils pour mesurer ou objectiver certains de ces dimensions, mais c'est souvent des outils finalement à dire d'experts et qui sont rarement associés sur les 3 composantes qui forment le bien-être de l'animal. Et donc Wait4 avait pour objectif d'objectiver ces éléments en dynamique grâce aux nouvelles technologies d'acquisition du numérique, et c'est pour ça qu'on est placé dans l'axe agroéquipement, et puis aussi de développer des chaînes de traitement de ces données issues d'outils numériques. Donc aujourd'hui, je vais plus vous présenter quelques premiers résultats sur les outils connectés, et puis l'an prochain, vous aurez plus d'informations sur les méthodes d'intelligence artificielle qui permettent de coupler les données de ces différents équipements. Alors, pour illustrer ce qu'on a fait en termes de conception de nouveaux agroéquipements, en fait, on s'est
rendu compte que le parent pauvre finalement de l'évaluation du bien-être par la connectique en élevage, c'était la physiologie de l'individu. Aujourd'hui, globalement, il existe un seul type de capsule, enfin de mesures connectées de la physiologie individuelle. C'est des capsules de température qui sont insérables soit dans un muscle de l'animal, soit on peut le faire ingérer à un ruminant, par exemple. Mais à part ces capsules, en fait, il existe très peu d'autres capteurs. Et finalement, même en médecine humaine, le seul capteur qui est aujourd'hui assez largement répandu, c'est des capteurs de glycémie pour mesurer le glucose dans le sang et qui est développé pour des personnes diabétiques et qui peut s'insérer en sous-cutané, mais qui n'est pas testé chez les animaux. Donc, ce qu'on avait choisi, c'est de développer un nouveau capteur physiologique qui nous serve à objectiver l'effet du stress thermique ou du stress hydrique sur la physiologie de l'animal. Et donc, juste pour vous rappeler que finalement, le stress thermique induit une déshydratation de l'individu, souvent assez brève, mais qui se traduit par une diminution de l'eau contenue dans les liquides interstitiels et corrélativement par une augmentation des sels qui sont contenus dans ce liquide. C'est l'osmolarité, pour ceux qui s'en souviennent. Tout ça, ça se traduit au niveau électrique par une augmentation de la conductivité qui est en fait liée aux échanges entre les ions sodium et potassium. Et donc, cette conductivité, en fait, on peut la mesurer entre des électrodes. Et donc, le CEA a développé pour le projet un nouveau capteur embarqué mesurant la conductivité. Alors, au début du projet, il y a 2 ans, on se disait, ouais, c'est facile, parce qu'ils avaient une grande expérience quand même sur le développement de capteurs. Et puis, il nous a fallu 2 ans pour aboutir à un capteur fonctionnel, puisqu'il a fallu d'abord mouler tout un système d'aiguilles qui permettent de prélever du liquide au niveau intradermique. Donc, c'est des micro-aiguilles pour minimiser l'inflammation. Ensuite, il a fallu pouvoir mesurer ces échanges de conductivité. Là, on s'est heurté à beaucoup de difficultés. Et finalement, la technologie qui a été retenue, c'est de mesurer la conductivité au contact des micro-aiguilles en les métallisant avec du titane et de l'or. Ensuite, il a fallu réaliser l'électronique qui permet de convertir le signal de conductivité en un signal qui est récupérable par Wi-Fi ou Bluetooth. Et enfin, packager tout ça dans un capteur qui intègre aussi un capteur de température pour pouvoir corriger les mesures de conductimétrie. Et puis ensuite, le capteur, il faut pouvoir le poser sur la peau de l'animal. Et donc, ils ont développé à façon un système pour insérer les micro-aiguilles au niveau intradermique. Alors, on a évidemment validé le capteur, d'abord au laboratoire avec des fantômes de peau pour voir que finalement la conductivité, elle diminue bien en fonction de l'augmentation ou la variation des sels dans le liquide. Et puis ensuite, on a fait des expérimentations sur des porcs ou sur des vaches à l'état vigile pour vérifier à la fois qu'on n'altérait pas le capteur quand on le posait, et que l'animal tolérait bien le capteur. Et on n'a eu aucun signe d'inflammation au niveau de la peau quand on retire le capteur au bout d'un jour ou d'une semaine. Et puis on a pu acquérir les premières mesures de cette conductivité en fonction de l'état d'abreuvement de l'animal. Donc il s'agit encore un peu d'affiner quant à sa signification biologique. Donc, à partir de ces développements, en fait, on a pu coupler différents capteurs, donc le capteur de température, les capteurs de glycémie et le capteur de conductivité avec des automates, par exemple, d'alimentation ou d'abreuvement, pour enregistrer la réponse de porc face à une vague de chaleur estivale. Et je vous invite à consulter le poster qui sera présenté par Caroline. Alors, on ne s'est pas limité à développer des nouveaux équipements. On en a testé d'autres avec des équipements qui existaient, mais en fait qui n'étaient pas développés pour l'usage qu'on voulait en faire. Et un exemple, c'est l'utilisation d'un luxmètre, donc d'un capteur qui est capable d'enregistrer des variations de luminosité.
Et l'idée, c'était d'utiliser ce capteur pour objectiver l'utilisation de l'ombre par les vaches lorsqu'elles sont au pâturage et que la température dans la journée varie. Alors ça paraît simple puisque le capteur il existe. En fait, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on s'intéresse à du vivant et on s'intéresse aussi à des animaux et pas des végétaux. Donc la particularité, c'est que ça se déplace. Donc le premier défi, c'est de faire tenir le capteur sur les vaches. Donc il y a plusieurs sites qui ont été testés. L'idée, c'était qu'il fallait toujours garder le même axe au niveau du capteur. Et donc le site qui a été retenu, c'est au niveau du creux du dos de la vache. Ce qui permet en fait, grâce à un patch textile biocompatible, de le faire tenir même quand la vache est en salle de traite et quand elle se gratte sur les brosses qui améliorent son bien-être. Ce qu'on a fait ensuite, c'est de valider évidemment les informations données par le capteur. Donc vous avez, alors je vois rien, en rouge l'ombre et en bleu le soleil, et donc d'arriver à déterminer un seuil de luminosité où on déclare que l'animal est à l'ombre, où on déclare que l'animal est au soleil. Donc ça a demandé un certain nombre d'expérimentation et d'observation évidemment en réel, mais vous voyez qu'on a un seuil de sensibilité et de spécificité qui sont extrêmement bons, voire encourageants. Ensuite, on peut réellement passer à la pratique et mesurer donc dans une parcelle l'utilisation de l'ombre par les animaux, donc même code couleur. Vous voyez qu'en fonction de la journée, donc c'est sur une journée, il y a des périodes où l'animal se met à l'ombre, en général entre 11h et midi, et puis vers 14h, et puis d'autres où elle préfère aller au soleil. Ce qui est intéressant, c'est le graphique d'en dessous. Vous avez les barres noires, c'est la moyenne des animaux, et puis le reste, les fameuses boîtes à moustaches, ça vous représente la variabilité, c'est-à-dire que en fait, pour une même heure de la journée, donc même niveau d'ensoleillement, vous avez des vaches qui préfèrent être à l'ombre et d'autres qui préfèrent être au soleil. Et là, ce qui est intéressant, donc ça a été fait en Normandie sur un mois, c'est qu'on a pu montrer qu'il y a une variabilité entre les individus, mais il y a aussi un effet de leur race. Et par exemple, là, sur 3 races qui ont été comparées, vous voyez que les Holstein, donc les vaches noires et blanches, sont des vaches qui globalement préfèrent plus l'ombre que les Jersiaises, qui sont des petites vaches connues pour être robustes. Enfin, il existe quand même un certain nombre d'agroéquipements aujourd'hui matures en termes technologiques pour objectiver le bien-être, ou en tout cas une de ses composantes qu'est le comportement. Et donc là aussi, on s'est attaché à tester et à raffiner ces agroéquipements. Alors ces agroéquipements, le plus connu, c'est les accéléromètres. Vous en avez tous dans vos téléphones portables. Mais on peut aussi en poser sur les animaux, en général dans des colliers connectés sur les ruminants. C'est plus compliqué sur d'autres espèces. Et puis, l'autre technologie, c'est la vidéo. Donc ça permet d'enregistrer des images en continu. Alors, jusqu'à présent, souvent, on a des stagiaires pour analyser les vidéos. Ça prend extrêmement de temps. Et à partir de toutes ces données, il faut les faire parler et les faire parler ensemble. Et c'est là où on a besoin de l'intelligence artificielle, où on a testé différents types de traitements. Alors des traitements assez classiques, de classification, de prédiction, mais aussi des méthodes d'intelligence artificielle un peu plus raffinées pour découvrir des sous-groupes, surtout des patterns d'activité ou des patterns d'interaction, c'est-à-dire la séquentialité dans les activités et puis le fait que l'animal choisisse son meilleur copain ou son meilleur ennemi. Alors là aussi, un exemple très bref. Donc sur les accéléromètres, donc c'est des dispositifs qui rendent des données sur des axes X, Y, Z. Donc là, il y a eu pas mal d'étapes de pré-processing de ces données pour définir la bonne fenêtre temporelle, c'est-à-dire le bon intervalle de temps sur lequel il faut analyser les données. Et rajouter aussi des données ou des variables supplémentaires de manière à optimiser le nombre de données disponibles et leur qualité. Et puis, utilisation d'algorithmes d'apprentissage supervisé, donc des méthodes de machine learning, comme le gradient boosting, pour convertir ces X, Y, Z en un comportement et un budget temps des animaux. Et donc là, c'est un exemple sur les chèvres où on est capable de convertir les données de l'accéléromètre en position couchée, rumination ou alimentation. Et vous voyez qu'au cours de la journée, l'animal a différentes séquences. Donc avec une validation pour les observations réelles relativement encourageantes. On a des scores de véracité autour de 0,80.
En cours, justement, là maintenant on a acquis beaucoup de données, donc on va pouvoir vraiment déployer des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle, alors soit par deep learning, mais aussi beaucoup par pattern mining, et c'est les collègues de l'INRIA qui nous aident sur ces données-là. Alors, comme je vous ai dit, en fait, un seul capteur, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, l'idée, c'est vraiment de combiner les capteurs, donc des données multimodales. Et sur la vidéo, l'avantage, c'est qu'on peut mesurer en continu ce qui se passe et objectiver ce qui se passe sur les animaux. Mais le défi, c'est d'obtenir des données individuelles et pas à l'échelle du troupeau. Et donc là, on est en train d'entraîner un réseau de neurones, donc qui s'appelle YOLO pour son petit nom, qui est un algorithme open source, mais qu'on entraîne sur des milliers d'images que l'ensemble du consortium a mis à disposition sur différents types d'animaux, différents types d'environnements. Et vous voyez qu'on est capable automatiquement de dessiner des boîtes pour reconnaître les animaux et puis de pouvoir voir si le coin de la boîte il est à côté d'une autre boîte, donc d'un autre animal, ou à côté, par exemple, d'un alimentateur ou d'une brosse. Donc ça nous permet de définir les postures, les niveaux d'activité, donc comme pour les accéléromètres, mais aussi plein d'autres choses, les zones d'intérêt et puis les réseaux sociaux, donc les réseaux entre les animaux. Un exemple, par exemple, sur les chèvres, il a été testé des périodes, on va dire, d'élevage sous conditions classiques et puis des périodes d'élevage sous conditions enrichies, par exemple avec des brosses, pour les ruminants, c'est des dispositifs qu'en général elles adorent. Donc vous voyez qu'en combinant données d'accéléromètre et données de vidéo, on est capable d'objectiver le temps passé aux brosses, qui augmente effectivement lorsqu'on enrichit le milieu, et puis qui a comme conséquence de diminuer la distance avec le plus proche voisin, donc de favoriser les interactions entre les animaux. Donc là aussi, je vous encourage à aller voir le poster de Mathilde et de Sarah sur l'évaluation intégrée du bien-être chez les chèvres avec ce type de technologie. Et puis le poster de Joseph qui a travaillé avec ces mêmes types de technologies mais chez les vaches en combinant avec des mesures Bluetooth pour cette fois détecter l'occurrence de boiterie, c'est-à-dire de problèmes au niveau des aplombs. Alors, en conclusion, le programme, on est à sa fin de deuxième année, début de troisième année. Donc, l'idée, c'est à terme de disposer de toutes ces données d'agroéquipement et d'algorithmes d'analyse pour définir les fréquences pertinentes avec lesquelles il faudra mesurer ces indicateurs du bien-être. Donc, l'ambition, c'est la frugalité. De déterminer l'importance relative de ces indicateurs pour caractériser les écarts de bien-être. L'idée, ce n'est pas de recommander à l'éleveur d'avoir tous les capteurs possibles, mais les bons capteurs pour mesurer les bonnes données. Donc, c'est un dispositif de raffinement. D'évaluer l'efficacité de pratique et de changement de pratique pour une réelle amélioration du bien-être. Ça, c'est un appui au conseil. Et puis, de définir les seuils de résistance des animaux face aux contraintes environnementales. Et donc, ça, dans un but de prévention et non pas dans un dispositif de curatif. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour à tous. Je suis Widel Labani, je suis responsable d'une équipe de recherche en robotique et mécatronique de l'Institut XLIM à Limoges et je vais vous parler de notre projet lauréat AgriFutur qui s'intéresse à la fois à l'étude de la modélisation écosystémique et au déploiement de systèmes technologiques afin d'aider vers une gestion durable de systèmes agroécologiques. Comment je fais pour... Ah, c'est ça. Ouais. OK. Alors, très rapidement, une vue globale du projet. Donc, c'est un projet qui est multidisciplinaire, qui regroupe des laboratoires de recherche, à la fois sur les aspects robotiques, IoT, systèmes intelligents, que vous avez représentés ici par XLIM, le Labri à Bordeaux, enfin XLIM à l'Université de Limoges, le Labri à l'Université de Bordeaux, l'INRAE TSF sur Clermont-Ferrand-Menthol exactement, et le laboratoire de l'UPA à l'Université de Pau. Vous avez également des collègues qui travaillent sur la modélisation de systèmes territoriaux, donc avec le CIRAD, l'unité l'UMR Sens, le laboratoire d'informatique
et de mathématiques à l'île de la Réunion, et puis le CIRAD également, recyclage et risque sur l'île de la Réunion. On a des agronomes qui sont représentés par le LAE à l'INRAE côté Colmar. Des ergonomes, ça c'est aussi un point important du projet, qui sont représentés par l'équipe Epicen de l'Université de Bordeaux et l'équipe SADAPT de l'INRAE qui est sur Paris. Enfin, on a des associations d'utilisateurs qui sont l'OS Farm. Alors, OS Farm pour Open Source, donc c'est une association qui développe en fait et qui pousse vers l'open source et l'interopérabilité. Et vous avez le CNA, le Centre national d'agroécologie. Alors, je ne sais pas en termes de temps, je n'ai pas de chrono. Pardon. Alors, très rapidement, notre objectif, c'est de voir comment on peut inclure les systèmes technologiques dans les systèmes agricoles, dans les pratiques, et à travers des outils de modélisation très poussés, voir comment on peut influer ces trajectoires, créer des ruptures dans les usages. Et la modélisation et la prédiction nous permet de voir comment ça peut évoluer dans le temps. Et donc ça, c'est aussi un aspect très important, ce qui constitue un des axes importants du projet. Le deuxième axe, qui est sur le déploiement technologique. Je ne l'ai pas dit, en fait, le projet a une durée de 5 ans, il démarre dans quelques jours. Et puis comme on l'a dit, on se fait accompagner par des ergonomes avec une approche qui est centrée sur l'humain, anthropocentrée, pour mener cette étude en regardant depuis le départ, enfin en impliquant depuis le départ les usagers et en étudiant l'impact. L'aspect data est très important également, je parlerai des use cases plus tard. Alors, j'ai parlé des objectifs. C'est un process dynamique, c'est-à-dire qu'on part de l'étude de terrain, on regarde comment on peut modéliser cela, comment on peut inclure les technologies, comment on peut créer de nouveaux itinéraires, et puis de nouveau par simulation et par expérimentation lorsque la situation le permet, et on itère comme ça progressivement. Alors, les axes de recherche, juste pour vous montrer quelques outils qu'on pense manipuler. Donc, vous avez pour les aspects modélisation écosystémique, nos collègues utilisent déjà des plateformes comme Maelia qui sont déployées dans de nombreux use cases. Vous avez à droite un petit schéma qui permet de regarder à la fois, aller de la formulation du problème, d'inclure les participants et puis proposer, comme je le disais, des simulations d'itinéraires. Ce qu'on propose dans le cadre de projets en plus, c'est d'ajouter dans cette plateforme des jumeaux numériques à travers des exemples de robots que vous avez ici, par exemple, et qu'on déploie dans nos travaux. Alors, j'ai mis à droite aussi, parce qu'un des points importants, c'est la simulation d'environnement aussi. Et ça, c'est un travail qui est aussi mené par l'INRAE aujourd'hui et qu'on exploite notamment dans le cadre du projet NISAR qui a été présenté tout à l'heure par Philippe. Et donc, on continue sur l'avancée de ces travaux. Alors, toujours sur les déploiements des systèmes techniques, il y a également un aspect capteur. On verra en fonction des situations, en fait, il y a des environnements qui s'apprêtent plus facilement à des technologies que d'autres. Donc, l'objectif ici également, c'est d'équiper ces environnements de capteurs bas coût. Là, on s'appuie également sur des travaux, notamment qui ont été menés par des collègues ou l'UPA à travers des projets européens. Sur le design de capteurs, leur intégration et l'objectif de créer de nouveaux outils de mesure et notamment d'aller sur des mesures de biodiversité, par exemple. On a des outils de gestion, de monitoring, qui sont déjà proposés dans le cadre de l'association OS Farm. Donc, on va s'appuyer aussi sur ces outils parce qu'un des points importants, c'est comment communiquer avec les utilisateurs. Et donc là, à travers ces outils, l'idée, c'est de passer de l'information à la connaissance. Et on s'appuiera également sur ce type d'outils. Alors, ça a été présenté tout à l'heure dans le projet NINSAR. On a des plateformes technologiques qui sont déjà déployées sur le terrain à travers des projets. Donc, j'en cite ici, par exemple, vous avez au milieu la plateforme du Labri qui a participé au Challenge Rose. Vous avez aussi la plateforme de Xlim qu'on voit à gauche, qu'on a designé suite à notre participation au Challenge Rose et on a participé au Challenge Agri-Food Metrics avec cette plateforme-là. Vous avez à droite des équipements qui sont
en fait, issus notamment du Robotarium, qui sont à l'INRAE. Et on a d'autres plateformes qui sont en cours d'acquisition, notamment à travers l'équipex T-Rex, dont il a parlé Philippe tout à l'heure, le Robotarium. Et on compte aussi utiliser des moyens qui sont déployés sur l'OS Farm, par exemple, et également avoir accès à des pilotes, enfin des fermes pilotes, à travers la participation du CNA. Donc, en termes d'infrastructures, on a un certain nombre que j'ai essayé de représenter, en fait, les interactions, notamment avec d'autres projets et les work packages qui sont proposés ici. 5 minutes. Tu me stresses avec le ton. Donc, du coup, je ne vais pas présenter les work packages, je présente plutôt l'écosystème qui est autour. On a parlé de T-Rex et Equipex, donc c'est les boîtes vertes que vous avez autour. Donc l'Equipex T-Rex, il y a 6 axes dans cette Equipex et nous, on est particulièrement intéressés par 2 axes qui sont l'axe aérien et l'axe terrestre. Et robotique terrestre, le Robotarium, en fait, l'objectif, on est plusieurs laboratoires qui sont impliqués autour de ces plateformes-là, c'est de mettre à disposition, de mettre en commun des plateformes qu'on peut plus facilement du coup déployer sur le terrain. Vous avez également comme instrument le défi transfert robotique. Donc, on est aussi lauréat, enfin un projet entre parenthèses GORT, qui a été lauréat du défi transfert robotique qui a démarré il y a très très peu officiellement. Et qui permet, l'idée c'était de partir des résultats de recherche qui sont issus de 2 projets qui ont participé au challenge ANR Rose, donc 2 projets sur 4. Et ces 2 équipes-là, dans la nôtre, donc l'idée était de consolider ces travaux et les amener vers le transfert en collaboration avec OS Farm et 2 autres PME qui développent des systèmes, des solutions pour l'agriculture à faible impact sur le sol. Vous avez le flagship NINSAR, qui est un projet ciblé dont Philippe a parlé, dans lequel on participe et on est parmi les participants dans ce projet-là, ils participent également au projet NINSAR, certains d'entre eux. On a parlé du grand défi robotique agricole, donc sur les aspects management de la data, l'interopérabilité. Donc là, on est très actif dans ce cadre-là et on travaille aussi avec l'association Obagri. Des collègues qui sont sur les aspects modélisation territoriale, ils participent dans le projet ciblé SLAMB qui est du PEPR Faire Carbone et qui ont déjà des terrains, on a des terrains d'expérimentation qui sont communs. Et vous avez également l'initiative CJR pour l'agroécologique dans laquelle il participe le CIRAD en particulier. Donc on a, comme je disais, en fait, on implique les utilisateurs depuis le départ du projet. Et dans ce cadre-là, on travaille avec OS Farm. En fait, on est très impliqué en tant qu'entité à la fois recherche, mais OS Farm regroupe aussi des entreprises qui œuvrent, comme je disais, pour l'ouverture de code, pour l'interopérabilité de façon à diffuser très largement et faciliter l'acquisition par les utilisateurs finaux. Vers de terre et Triple Performance, initiative, font partie aussi du programme du CNA, du Centre national d'agroécologie. Et donc tout ceci gravite autour de notre projet. Et on est fortement impliqués dans ce projet. Alors, les use cases. Donc, on a choisi de travailler sur 3 use cases qu'on a sélectionnés pour diverses raisons. Et la raison principale, c'est la variabilité des situations. Donc, en fait, on ne prétend pas couvrir l'ensemble des situations, mais en tout cas avoir suffisamment de variabilité pour l'étude. Le premier use case, on va dire, c'est le use case qui s'apprête le plus facilement à l'expérimentation. Et on va s'appuyer sur des fermes pilotes, notamment la ferme pilote d'OS Farm qui se trouve en Nouvelle-Aquitaine, près de Rochefort, qui est déjà prééquipée d'un certain dispositif et qui est aussi partenaire dans le projet GORT dont je parlais pour le transfert robotique. Et on a également toutes les facilités en fait, que beaucoup d'entre vous certainement connaissent, ceux qui ont été sur Montoldre, avec à la fois les facilités en termes de préparation de terrain, mais aussi en termes d'équipements robotiques qui sont aussi utilisés dans l'INSAR, qui a participé à la ANR Rose, ensuite Matrix. Et on cible de nouvelles exploitations aussi à travers le réseau du Centre national d'agroécologie.
Donc on va dire ça, c'est un use case plutôt facile en termes de déploiement et surtout déploiement expérimental. Le deuxième use case, on change un peu d'environnement. On est sur l'île de la Réunion. Et là, on va être sur une géographie, un climat différent, un contexte tropical, et avec, on va dire, des variations de terrain très importantes, enfin des terrains pas très plats, comme on a l'habitude de le faire, par exemple, dans les cultures qui sont principalement été exploitées dans le cadre du désherbage sélectif, hein, que ce soit dans Rose, dans le Challenge Rose ou dans le projet NINSAR. On a aussi possibilité d'accès à des technologies, mais pas tout à fait. On a visé le cirque de Mafat. Il faut savoir qu'il n'y a même pas de route pour accéder au cirque de Mafat. Donc, en fait, ils sont alimentés par illico. Et on a élargi à travers le réseau Digiferm, en fait, sur d'autres fermes qui sont intéressées par le déploiement de technologies, avec qui on a pris contact avant même le dépôt du projet. Donc, vous avez quelques exemples de situations qui sont mises ici. Et enfin, le dernier use case, on change là totalement de continent. On part en Afrique sur un terrain expérimental qui est utilisé notamment dans le projet ciblé du PEPR Fer Carbone. C'est un petit village d'Eoïne du district de Fatick qui fait partie en fait d'une expérimentation qui vise à l'adoption de pratiques agroécologiques. Donc là, on s'appuie sur des collaborations, notamment avec l'université Cheikh Anta Diop, et surtout avec une dynamique de transition agroécologique locale du district de Fatick. Et il existe déjà des capteurs qui sont déployés. Donc là, on est sur un contexte où l'accès à la technologie en termes de robotique va être plutôt limité. Et l'objectif, c'est de voir en fait sur ces diverses situations qu'est-ce qu'on peut proposer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense que j'étais à peu près dans le timing. Et le projet démarrera dans quelques jours, comme je l'avais dit. Merci beaucoup, Ouidad. On va demander à Philippe Martinet et Florence Bondré s'ils peuvent nous rejoindre, s'il vous plaît, pour la séance de questions. Donc, je rappelle le projet NINSAR de robotique agricole et Wait4, outils algorithmes au service de mesure du bien-être des animaux. Et donc, le projet AgriFutur qui vient d'être présenté. Voilà, donc j'espère que tout le monde a bien retenu ces questions sur ces 3 présentations. On va pouvoir commencer une petite séance de questions. On vous écoute. Alors, dans la dernière, on a vu que dans les cas d'application, il y avait des situations en milieu tropical, effectivement, sur des petits systèmes un peu plus isolés, avec un peu moins de moyens. Mais globalement, par rapport à la transition agroécologique, il y a à la fois aider les systèmes plus intensifs et utilisateurs d'intrants à s'extensifier, mais il y a aussi soutenir, en fait, les systèmes agricoles qui sont relativement écologiques, mais peut-être un peu fragiles économiquement et surtout au niveau du travail. Voilà. Et donc, je me demandais, parce que là, dans les exemples qu'on voit, dans les images qu'on voit sur vos situations d'application, de calibrage, etc., on a l'impression de voir plutôt des applications au système intensif. Et du coup, je me demandais comment vous prenez en compte justement ces 2 enjeux qui amènent à la transition agroécologique. Mais en fait, quelque part, il ne faudrait pas oublier ces systèmes déjà un peu agroécologiques, mais qui mériteraient d'être soutenus au niveau économique et travail. Voilà. En fait, en ce qui nous concerne, c'est le point de départ. En fait, chaque situation est différente. Ce qu'on a expérimenté jusqu'à présent en termes de résultats de recherche dans mon équipe et dans certaines équipes de recherche aussi qui sont impliquées, je parle sur la partie robotique. C'est plutôt le désherbage sélectif pour réduire l'apport des produits phytosanitaires. Et effectivement, ce qu'on a adressé principalement, c'était les grandes cultures. L'idée du projet, c'est vraiment apprendre du terrain et d'encourager ces pratiques-là. Et certainement, si je prends le cas, y compris le contexte tropical de la Réunion, c'est une agriculture qui est vivrière, qui est vraiment très limitée. Et on n'a pas une solution qui est préconçue. C'est que c'est de voir sur le terrain comment, si je prends toujours le contexte tropical, comment la technologie peut aider et comment elle peut aider aussi à maintenir les emplois là-bas sur place et à faire une attractivité des jeunes pour pouvoir, pour continuer au lieu de tous partir à l'extérieur. Donc, c'était une des problématiques majeures. Et c'est pour ça que je dis, c'est un processus dynamique en fait, ce projet-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas pré-mâcher des solutions, on va d'abord regarder sur le terrain et on va concevoir
à travers des ateliers de co-conception, et l'apport des agronomes, en fait, il est immense. Hein. Enfin, c'est pas une participation de quelques mois. Il y a à la fois postdoc et thèse sur ces sujets-là, pour voir comment on peut, à travers un processus dynamique, pouvoir en fait, tendre vers des pratiques agroécologiques en partant du terrain. C'est une approche bottom-up. Alors, pour Ninsar, dans le démarrage du projet, on a d'abord fait une étape d'acculturation, puisque les roboticiens ne connaissaient pas l'agroécologie. Donc, on a fait un certain nombre de webinaires et on s'est posé la question de savoir comment on pouvait effectivement essayer de mettre en avant l'adaptation des comportements des robots. Et pour cela, il faut étudier des cas d'études. Et c'est la raison essentielle pour laquelle nous avons mis le scénario 2. Au lieu de le mettre en fin de projet, on l'a mis démarré à l'étude dès la deuxième année, de manière à pouvoir également, donc, pour le mettre en œuvre dès maintenant, pour pouvoir comprendre quel type de perception il faut, quelle est la problématique qu'il y a à résoudre, etc. Et ça, pour nous, en tant que roboticiens, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a une phase de compréhension du problème à résoudre et la difficulté pour le résoudre. Donc aujourd'hui, manipuler des cultures qui sont déformables, c'est un enjeu effectivement scientifique pour les gens qui travaillent en robotique. Mais adapter les comportements du robot en fonction de ce qu'il va percevoir et de comment il va pouvoir ressentir, c'est encore une autre étape. Et cette étape va arriver vers la fin du projet. Donc aujourd'hui, toutes les réflexions qu'on a faites se retrouvent effectivement bonifiées par le nouveau projet derrière, puisque effectivement, Widad a participé également donc, à toutes ces réflexions. Et c'est exactement dans cette direction qu'on va. Voilà, donc on est vraiment pour prendre l'enjeu qui est de la pratique, qui est beaucoup plus proche du manuel, on va dire, que de l'intensif. En fait, moi j'ai un résumé pour ça, hein. Je ne veux pas, dans Ninsar, faire de l'automation. Je veux faire de la robotisation. Et ça, c'est vraiment très important comme message. Il ne s'agit pas d'encourager ça. C'est la raison pour laquelle on vous a montré aujourd'hui des vidéos que l'automatisation au sens robotique, automation, on vous l'a montré. Voilà, ça c'est fait. On considère que c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas continuer à travailler sous cette forme-là. Voilà, donc, en tout cas pas dans Ninsar. Et pour compléter les réponses pour Wait For, donc quand même, il faut déjà dire que pour l'élevage, la transition agroécologique, c'est peut-être moins facile à intégrer que dans les disciplines agronomiques, puisqu'en fait, agroécologie, c'est agronomie et écologie. Donc, il a fallu faire du travail en fait pour décliner ça à qu'est-ce que ça veut dire pour un système d'élevage. Après, par exemple, l'exemple sur les capteurs d'ombrage, en fait, ça a été fait quand même sur une unité expérimentale où c'est du pâturage intensif, c'est-à-dire avec beaucoup de jours de pâturage, donc où on se rapproche un peu de ce qu'on appelle maintenant la transition agroécologique. Et pour moi, la transition agroécologique, elle est pour tous les systèmes, et comme vous l'avez dit, peut-être d'ailleurs encore plus pour les systèmes, on va dire, qu'on appelle aujourd'hui conventionnels. Après, bon, là, j'ai accès à agroéquipement, mais dans le projet Wait For, en fait, on teste différents environnements et on a des systèmes agropastoraux méditerranéens, on a des systèmes d'agriculture biologique, on a même des jardins créoles en Guadeloupe. Donc, on a tout un gradient aussi de types de systèmes et de types d'environnements avec leurs propres spécificités en termes de raréfaction de ressources, de stress hydrique ou climatique, et puis d'intensification ou pas de pratique. Pour les outils numériques ou connectés, pour les systèmes, on va dire, agropastoraux, que je pense vous appelez un peu extensifs, il y a là aussi des portes ouvertes à la recherche et à l'amélioration au travers d'outils d'alimentation ou d'abreuvement qui peuvent être déployés au pâturage. Et on a des collègues à INRAE qui développent ce type de système justement pour ces types d'élevage. Et après, par rapport à la question du travail, c'est sans doute là où est le potentiel le plus important du numérique, c'est-à-dire de pouvoir rendre des alertes au bon moment. Donc évidemment, il ne s'agit pas de surcharger
submerger l'éleveur ou l'agriculteur d'alertes sans arrêt, mais de pouvoir consacrer le temps qu'il faut à ces animaux et se dégager du temps qui sera suivi par les outils connectés, quoi. Alors j'ai une question pour toi, Florence, parce que tu as mentionné dans ton exposé le fait qu'on voulait avoir l'information individuelle sur les animaux. Alors qu'en fait, on veut aussi avoir l'information des groupes. Et l'agroécologie, c'est du mélange, c'est de la résilience, c'est-à-dire qu'il faut regarder le temps long, et puis il faut regarder au fond une performance. Alors même si elle est multiple, il y a beaucoup de choses à regarder de manière systémique, mais on veut regarder au fond ce que peut faire un groupe, sachant que les individus, ils sont diversifiés. Donc on n'a pas besoin d'avoir tout le temps une information individuelle pour qualifier un groupe, parce qu'à la fin, c'est le groupe dont on veut avoir la performance. Est-ce que dans les travaux que tu conduis dans Wait For, tu vas savoir exactement quand tu as besoin d'avoir une information individuelle ou une information de groupe? Alors, quand, je ne sais pas, je pense qu'on a besoin des deux informations, comme tu disais. En fait, Wait For est centré sur le fait que le bien-être ou l'état de bien-être, c'est vraiment un état individuel. C'est-à-dire que face à un même environnement, un animal va pouvoir le percevoir de manière totalement différente. On a l'exemple encore de l'ombre, où selon qu'on a une vache Holstein ou une vache jersiaise, on va plus ou moins avoir besoin de se mettre à l'ombre aux mêmes heures de la journée. Donc l'intérêt par rapport aussi à l'agroécologie, c'est limiter les intrants, et en particulier les intrants médicamenteux, en pouvant déclencher un système de traitement au bon moment pour l'individu qui manifeste des signes de détérioration de son bien-être. Donc ça, c'est l'intérêt de l'individuel. Après, par rapport à la gestion du groupe, en fait, pour moi, c'est pas antinomique. C'est-à-dire que, alors j'ai pas eu le temps de le présenter là, mais avec les informations qu'on a sur les individus, on est capable de reconstituer les réseaux en fait sociaux entre les animaux, savoir quel animal interagit avec qui, comment le groupe, enfin les binômes ou les paires ou les trinômes se déplacent, et ça peut fournir des informations extrêmement utiles aussi pour la gestion à la fois du groupe et de l'individu. C'est-à-dire qu'un animal qui va habituellement interagir fréquemment avec tel ou tel type d'individu qui se met en retrait peut être un animal en souffrance ou en détérioration de bien-être. Donc pour moi, les deux ne sont pas antinomiques. On a choisi des espèces sur lesquelles la connectique nous permettait de faire de l'individu. Je dirais que si on s'était intéressé notamment à la volaille, globalement, on serait à l'échelle du groupe. Merci beaucoup pour vos trois présentations. Je vais rebondir sur deux mots qu'a utilisé Jacques ce matin. Enfin non, pas ce matin, en début d'après-midi. Optimiser ou transformer. J'ai l'impression que vous êtes incroyablement en optimisation. Et si on vous appliquez l'énorme défi que Jacques a rappelé, il faut passer de 10 tonnes de CO2 à 2, vous passez de 10 à 9,8 ou à 9,85 ? Moi, je ne suis pas agronome pour répondre à la question. Juste en travaillant donc avec les agronomes, on s'aperçoit qu'effectivement, quand on fait l'association de cultures, donc on va avoir le problème de la récolte. Donc actuellement, dans les essais que l'on fait, on mélange les plantes, c'est-à-dire on a des rangs, et dans le même rang, on a une sorte, puis une autre sorte, etc. Donc dans la récolte, on va commencer à récolter simplement l'ensemble. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans l'approche globale, une réflexion à avoir, au lieu de récolter 1, on récolte 2 et on transforme le produit de 2. Et donc, du coup, c'est une approche qui devient macroscopique et qui va totalement dans le sens de la réflexion globale. C'est qu'au lieu de récolter seulement 1, on va récolter différemment. Donc ça, c'est une approche plus globale. Actuellement, comme on n'a pas encore les outils de récolte qui sont intégrés dans NINSAR, on n'a pas développé un peu plus loin la réflexion. Mais il n'empêche que ça serait vraiment intéressant d'avoir des réponses par rapport à ça.
Non, pas encore. Oui, bien sûr. Alors, moi, je répondrais qu'on a besoin des deux. Parce que je prends un exemple simple qui est la problématique des outils. Je veux dire, aujourd'hui, il n'existe pas d'outils légers que des robots à faible impact, qui sont des multi-robots, etc., puissent manipuler. Ça n'existe pas. Donc, du coup, il va falloir aussi travailler sur l'optimisation pour avoir, on va dire, pouvoir agir réellement. Il y a des sujets, il y a des questions d'un point de vue technologique qui ne sont pas aujourd'hui résolues et qui ont besoin encore d'être développées pour être résolues. Et en même temps, moi, je pense que l'apprentissage du terrain et notamment la discussion avec les agronomes, en fait, pour ma propre expérience, ça n'a pas été simple. Je veux dire, il y a une méfiance de dire non, on est des technos, donc on ne comprend rien à l'agro. Et donc, il a fallu un certain temps pour voir, et de l'agronome, est-ce que vous voulez vraiment faire de l'agroécologie ou est-ce que voilà, c'est pas du greenwashing, mais c'est pas loin. Et il a fallu quand même plusieurs séances de discussion pour vraiment comprendre que ce qu'on veut, on veut designer des solutions from scratch, sachant, mais on ne peut pas tout réinventer. Il ne faut pas mettre tout de côté sur les solutions qui existent aujourd'hui et savoir qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qu'il faut vraiment redévelopper de zéro. Et la variabilité des contextes, c'est les personnes aussi qui sont déjà sur le terrain. Il y a des solutions qui sont agroécologiques, comme ça a été dit, qui sont certainement des bonnes pratiques qui ne sont pas connues forcément. Et est-ce que c'est pour autant qu'il faut continuer de cette façon-là ou est-ce que la technologie peut amener, c'est vraiment d'amener tout le monde autour, enfin avec ces ateliers participatifs et ce type de mettre à la fois l'ingénieur, l'utilisateur, l'agronome, l'ergonome, de les mettre tous ensemble et de dire face à un problème comment on peut designer une solution. Et c'est l'objectif. En tout cas, c'est l'objectif de notre projet. Et sachant qu'on sait, parce qu'il faut quand même qu'on démontre qu'on a un potentiel aussi de déployer des solutions et d'expérimenter sur le terrain. Et on l'a fait, et on ne dit pas qu'elles sont opérationnelles, que ce soit dans le cadre de NINSAR ou y compris à la fin des projets du challenge ANR. On a des prémices de solutions, mais qui ont besoin encore d'être poussées parce qu'en termes de travailler dans n'importe quelles conditions, de température, d'éclairage, de conditions aussi variables, de travailler avec le vivant, le réel résiste toujours. Donc d'avoir des solutions qui soient résilientes et robustes pour être déployées de façon tout en confiance pour l'utilisateur, on a encore du chemin à faire, ne serait-ce que si on regarde les aspects techniques. Donc il faut faire les deux. Et juste pour compléter, puisque j'ai aussi une expérience dans le secteur de la viande, de transformation de la viande, et la robotisation effectivement associée à ce secteur-là, en fait, le robot n'est pas un moyen simplement d'automatiser simplement répliquer ce que fait un homme. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le process et le procédé qui doit être fait par un robot doit être réinventé en fonction des capacités du robot. Et ça, c'est quelque chose qui doit être totalement repensé. Par exemple, lorsqu'il s'agit de faire de la découpe de différentes ou de séparation de muscles, effectivement avec des secteurs de robots, avec des bras robotiques, on peut complètement repenser la manière dont on le fait, dont un professionnel le fait. Tout simplement parce que sa propre capacité est limitée par sa propre cinématique. Alors qu'un système mécanique, lui, il peut avoir une cinématique qui est beaucoup plus adaptée par rapport à ce genre de choses. Et donc, du tout, on est complètement, effectivement, dans ce cas, dans le cadre de l'optimisation. Ça, c'est clair. Mais par contre, ça offre des opportunités d'aller plus loin, peut-être probablement plus vite par rapport à ce qu'on peut faire avec un homme. Juste pour côté animal, le défi qui nous avait été posé, c'était la transformation, pas forcément l'élevage zéro émission ou changement climatique, passer de 10 tonnes à 2 tonnes. C'est pour ça que le projet, il n'est pas designé pour répondre strictement à cette question, mais plutôt pour transformer la perception de l'éleveur du bien-être et la façon dont il peut le piloter ou l'améliorer.
Après, je dirais ce que dit notre PDG à INRAE, hein, il n'y a pas d'agroécologie sans élevage, il n'y a pas de bouclage des cycles sans élevage, et il n'y a pas d'élevage sans bien-être. Donc voilà, on estime qu'on est quand même, qu'on participe à l'avancée de l'agroécologie avec un projet centré sur le bien-être, sachant qu'un animal qui va avoir des troubles de santé, par exemple pour un ruminant, va émettre plus de méthane, donc plus de gaz à effet de serre, donc plus de réchauffement climatique. Donc voilà, après, quelque chose qu'on n'a pas discuté en début d'après-midi, là, c'est quand même le coût écologique du numérique. C'est-à-dire le coût de stockage des données, le coût de traitement des données par tout ce qui est algorithme d'intelligence artificielle, pilotage des robots, etc. Il y a un article qui est paru récemment, alors j'aime bien le citer parce que pour une fois, il va dans le sens de dire que l'élevage est plutôt respectueux du climat, mais c'est des collègues qui ont estimé... Alors, tout est contestable en termes de méthodologie, mais le coût écologique du numérique selon qu'on est dans un système de culture ou sur un système d'élevage. Et en fait, globalement, ça émet moins de gaz à effet de serre quand on s'intéresse à l'animal que quand on s'intéresse à l'agronomie, aussi parce que justement, c'est des systèmes avec des tracteurs qui consomment beaucoup de CO2, qui produisent beaucoup de CO2, etc. Mais quand même, c'est une vraie question. Donc je pense que là, dans le PEPR, comme l'a rappelé Carole cet après-midi, on est sur les avancées en termes de recherche. Se poser ensuite la question de comment on transforme ça en outils sur le terrain ou en nouveaux concepts sur le terrain, mais pas pour déployer du numérique partout, dans tous les élevages, de manière intensive, avec tous les capteurs possibles du monde. Donc c'est aussi l'enjeu de Wait For, de se demander, au bout des 5 ans du projet, quels sont les équipements ou quels sont les phénotypes réellement utiles pour piloter des systèmes dans des systèmes plus ouverts, plus agroécologiques, plus respectueux du climat, et en quoi effectivement tout ça, ça participe à un élevage moins émetteur de gaz à effet de serre. Alors moi aussi, j'avais une question pour les 3 projets. On a vu que vous aviez fait un effort particulier pour essayer de montrer que si on veut aller vers l'agroécologie, il faut qu'on étende un peu les critères de performance qu'on est capable d'évaluer, le bien-être animal, un certain nombre de critères autour de la consommation d'énergie, le résultat en termes de performance agronomique, et ainsi de suite. En fait, donc du coup, vous proposez de rajouter des éléments pour alimenter l'analyse étendue. Comment est-ce que vous cadrez les métriques que vous avez choisies et que vous retenez? Avec qui vous les discutez? Comment est-ce que vous savez que c'est peut-être la meilleure façon d'appréhender quelque chose? Alors, juste à titre d'illustration, mais ce n'est pas du tout le seul. Tout à l'heure, sur la partie animale, on a entendu, on va regarder la distance entre animaux. Comment on fait le lien entre distance entre animal et puis le bien-être animal? Est-ce que quand elles sont très proches l'une de l'autre, c'est qu'elles ne se craignent pas, donc du coup, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de tension? Ou est-ce qu'au contraire, elles risquent de se passer des maladies, ou c'est qu'elles occupent mal l'espace? Enfin, comment est-ce qu'on relie la distance entre animaux avec une contribution bien-être animal? Si c'est ça qu'on mesure, peut-être qu'on mesure plein d'autres choses. Donc globalement, en fait, où est-ce que vous allez chercher l'information sur les métriques qui seraient pertinentes pour étendre l'évaluation des systèmes de telle manière qu'ils accompagnent un caractère agroécologique qui est celui que vous recherchez? Je commence peut-être à répondre puisque ça commence par l'animal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions en une. Alors, sur la question plus à quoi ça sert de mesurer les distances entre animaux, alors d'abord, il n'y a pas que ça. Il y a encore une fois mesurer avec quelle fréquence d'interaction un animal A interagit avec un animal B. Ça permet de mieux connaître au sein du troupeau les relations d'affinité, de dominance, de hiérarchie, etc. Et ça permet en fait de faire passer à certaines périodes un peu critiques de la vie de l'animal, pouvoir lui trouver, alors selon les gens, on appelle ça des marraines, des nourrices, en gros des copains qui peuvent lui permettre de surmonter un certain nombre de challenges. Et tout ça, c'est environné quand même avec des connaissances d'experts en éthologie, en bien-être animal. Donc, on arrive, en combinant l'ensemble des données, à approcher quelque chose qui est le bien-être de l'animal. Après, sur l'aspect plutôt multiperformance, alors en fait, effectivement, moi j'ai été un peu surprise peut-être sur la présentation initiale sur
En gros, l'agroécologie, on ne peut pas s'en passer, mais il faut qu'elle soit performante. Enfin, je ne sais plus comment c'était dit, mais ça revenait à ça. Et j'avais l'impression que derrière ce mot de performance, c'était toujours la performance technico-économique, en fait. Et c'est vrai qu'alors, nous, en tout cas, côté recherche sur l'animal à INRAE, on revendique qu'aujourd'hui, la performance, c'est bien autre chose. C'est la performance environnementale, la performance économique et la performance sociale, et que les trois performances doivent être au même niveau. Et pour moi, c'était ça l'agroécologie. Et donc le bien-être participe finalement à cette définition de l'agroécologie, même si en fait le bien-être n'est pas dans la définition classique de l'agroécologie, par cette dimension éthique et sociétale. Après, la question plus technique, c'est comment on fait des compromis, des synergies, et comment on évalue ces trois grands types de performances. Ça, on a des programmes de recherche là-dessus. Effectivement, quelles sont les bonnes métriques à injecter? Est-ce que les ACV, c'est les bonnes métriques à injecter quand on veut résumer la performance environnementale pour la comparer à une performance de bien-être ou une performance économique? Et là, c'est tout un champ de recherche qui est encore à faire, justement, sur c'est quoi les bonnes métriques. Et c'est quoi les bonnes métriques quand on veut les associer à d'autres métriques de composantes qui n'ont rien à voir, quoi. Oui, nous, de notre côté, on a travaillé avec des métriques que l'on maîtrise en robotique et des maîtrises qu'on connaît également donc, du côté de l'agronomie. Et ensuite, on a commencé à réfléchir comment on pourrait évaluer les performances des solutions qu'on va développer. Donc aujourd'hui, on regarde l'état de l'art. Donc ça, c'est regarder un petit peu qu'est-ce qui est offert en termes de technologie, qu'est-ce que les gens pratiquent effectivement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore la vision globale avec on va dire un type même, on va dire, un profil même agroécologique qu'on pourrait effectivement avoir en cible. Si c'était effectivement ce genre de choses que l'on pourrait effectivement projeter dans un écosystème particulier. Et cette vision macroscopique, pour l'instant, on ne l'a pas. On est en train plutôt de faire du bottom-up plutôt que de faire du top-down. À l'heure actuelle, on est à ce niveau-là. En tout cas, dans NINSAR, c'est le cas. Alors, je suis dans l'INSAR, donc effectivement, on participe à ce travail de calorimétrique qui reste objectivable potentiellement. Et moi, en fait, il y a un autre type de métrique je ne sais pas si on peut appeler ça, si on peut quantifier cela, mais qui vraiment vont au-delà de l'appropriation, c'est vraiment de faire partie de systèmes. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, j'ai travaillé avec des psychologues sur les systèmes de suppléance perceptive, en particulier pour les aveugles et les enfants aveugles. Et quand on perd une modalité, c'est comment on réapprend à intégrer des nouveaux outils, si je fais l'analogie, et que ça fasse partie de la vie. En fait, je ne veux pas faire un discours philosophique ici, mais en fait, il y a un système homéostatique qui va retrouver son équilibre dans des conditions qui ont été perturbées. Et quelque part, la problématique du climat, de l'environnement, de l'agroécologie, c'est aussi ça. À un moment donné, il faut apprendre à s'amputer de certaines choses et de dire comment, en fait, notre système, en fait, la société, le système, dans son contexte, dans son milieu, va réapprendre à à utiliser autrement ses ressources. Et l'agriculteur, il dépend de la terre. En fait, si la terre ne lui donne plus, il ne pourra plus survivre. Et puis, en fait, c'est une relation qui est, je donne cet exemple de suppléance perceptive qui est vraiment très importante, de faire que ça fait partie de son être, de son être lui-même, parce que sur une des problématiques, pour donner un autre exemple, c'est que quand on instrumente, on modifie la relation de la personne à la terre. Et du coup, comment faire en sorte que ce qu'on peut proposer puisse s'intégrer aussi dans cette relation de bien-être et de relation à la terre. Donc, en fait, c'est vraiment, pour moi, il y a des aspects qu'on peut objectiver,
et notamment les métriques sur lesquelles on travaille dans l'INSAR, que ce soit des critères de performance, début de chantier, vitesse, consommation énergétique, rendement, la nature du sol, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est dans le relationnel, dans cet état homéostatique qu'il va falloir que l'ensemble de toutes les entités qui sont en interaction puissent arriver à avoir cet équilibre-là. Et juste pour finir, les métriques, c'est intéressant en termes de recherche. Ça permet à terme de donner des conseils, des recommandations, impulser des changements. Après, effectivement, il faut que les acteurs sur le terrain s'en emparent. Alors, il y a des projets qui ont, dans le PEPR, qui ont pour objectif de regarder un peu les trajectoires de transition vers des choses différentes. Mais en tout cas, par exemple, dans Wait For, parce qu'encore une fois, peut-être la particularité de ce projet, c'est que c'est sur l'animal et que sur l'animal, il y a sans doute encore plus de questions autour du numérique que sur le végétal, parce qu'on est un être vivant, complexe, avec qui il y a un certain affectif qui est développé. Donc il faut se garder de l'instrumentalisation, de cette distance entre l'homme et l'animal. Et donc nous, on a un laboratoire d'innovation territoriale qui travaille avec nous. Et puis on va organiser un atelier participatif, collaboratif, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, justement dans les systèmes d'élevage agro-pastoraux, là, dans les filières Roquefort, dans le Larzac, avec Occitanum, donc là aussi un Living Lab, de manière à interroger au cours du projet les éleveurs, les associations d'éleveurs ou de conseils agricoles pour avoir leur ressenti sur le projet, nous donner leurs conseils et voir comment ils peuvent s'approprier de tel ou tel résultat et telle ou telle technique. Et ça, je pense que c'est important aussi de recueillir l'avis des utilisateurs qui sont en plus, en général, quand même les experts du sujet. Ok, merci à tous. Peut-être une dernière question en haut. D'accord. Pas de souci. En tous les cas, merci aux conférenciers pour vos exposés et les réponses aux questions.